J'espère que vous n'avez pas trop hâte de voir la suite de la série, car apparemment, elle ne sortira pas avant quelques années. Et oui, et oui, et oui, bordel! Pluribus, épisode 9. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la saison 1 de Pluribus, allez la voir et revenez après car on va tout spoiler dans 3, 2, 1... C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais juste vous remercier car c'était un pur plaisir de parler de Pluribus chaque semaine. J'ai lu vraiment tous les commentaires à chaque fois, il y en avait beaucoup en plus et j'aime bien parce que c'est une série où les gens faisaient quelques théories, mais les débats intéressants d'après moi étaient dans l'analyse de chacun. Parfois il y avait un plan, une image, un son, un moment d'acting, n'importe quoi, et les gens s'accrochaient à ça dans les commentaires et parlaient de la série. Et parfois, je voyais des commentaires et je me disais « Ah, ça, c'est une approche intéressante, ça, c'est une analyse que j'ai pas forcément trouvée, ou j'ai pas vu cette scène comme ça. » Et j'adorais lire vos commentaires, voir les débats que vous aviez dans les commentaires, voir d'autres gens sur Internet parler de la série de manière générale. Donc, merci pour ça, parce que ça fait plaisir d'avoir enfin des discussions hebdomadaires sur des séries, parce que je sais qu'il n'y en a plus beaucoup, c'est toujours compliqué sur YouTube de faire ce genre de format, et vous étiez genre à chaque fois à fond en train de parler de la série, des plans comme ça qui ont beaucoup marqué l'épisode 8 pour le coup, parce que c'était un plan qui symbolisait à la fois la rupture entre les deux personnages, avec la couleur, avec le reflet, un personnage qui est bien plus visible que l'autre. En fait, il y a plein de gens qui s'accrochent à des plans différents. Moi, je l'avais même pas relevé ce plan dans ma dernière critique parce qu'il m'a moins marqué que les autres, par exemple. Et ça que j'aimais beaucoup, c'est que je voyais les gens parler de choses qui, moi, m'impactaient moins, mais qui étaient pertinentes, qui étaient jolies, qui étaient belles, qui étaient vraiment fascinantes, quoi. Et j'ai adoré ça. Donc, merci à vous pour ces 9 épisodes aussi, parce que moi, je fais mon travail de mon côté. Mais c'est vrai qu'avoir des retours comme ça, où je vois des discussions vraiment pertinente, hein, c'est le mot, ça m'a fait grave plaisir parce que c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur internet, c'est de avoir des discussions avec des gens par rapport à ça. Alors j'ai pas pu répondre à tout évidemment à chaque fois, mais j'ai tout lu, vous inquiétez pas, et j'ai adoré à chaque fois vos analyses. Et il y a plein de gens qui ont partagé aussi cette image parce que je recevais plein de DM aussi, des gens qui me disaient oh, regarde, il y a ça dans Pluribus et tout. C'est le lien qui est fait entre Mulholland Drive de David Lynch et la scène de l'épisode 8. Bon, il y a plein de séquences comme ça, donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein de trucs et aux commentaires parce que c'était un régal. Et maintenant parlons de ce dernier épisode qui, d'après moi, va être assez intéressant et va peut-être même diviser pour certaines personnes à voir parce qu'on sait jamais comment les gens vont réagir. J'ai l'impression que le grand public, il n'est pas méga fan de Pluribus. Par contre, ça cartonne hein, pour le coup sur Apple TV+. À voir si les gens vont regarder la saison 2 dans quelques années parce que Vince Gilligan a dit que ça sortira pas dans 1 an, malheureusement. Donc je suis très curieux de ça et je suis curieux de voir un peu les retours parce que sur la plateforme genre IMDb et tout, Pluribus c'est pas très bien noté alors que pour moi, honnêtement, c'est de loin la meilleure série de l'année avec genre Andor par exemple, et il faut parler de cet épisode final. J'ai trouvé le début très glaçant par rapport à ce qu'on voit et on entend. Premièrement, le plan sur l'avion te fait penser à Albuquerque, car précédemment, tu avais des plans sur des avions à Albuquerque, le même ciel, et tu dis, ok, on va être de nouveau avec Carol. Mais la surprise est là. Tu n'es pas avec Carol, tu es dans une sorte de village, d'une civilisation éloignée de Carol, une civilisation d'Amérique latine, j'imagine, vu les costumes, vu la langue, et la chanson du début que tu entends est en lien direct avec la chanson que vont chanter les habitants de ce village. Mais attention, ce ne sont pas des vrais habitants, ce sont les autres, sauf une personne. L'enjeu est autour de cette jeune fille qui va se transformer. Je suis pas spécialement fan du décor, je sais pas si c'est un vrai décor, pour le coup ça pourrait, mais ça rend pas très bien. Ça fait vraiment pour le coup un studio, un entrepôt, et on dirait juste des fonds verts malheureusement, et c'est dommage hein, si c'est un vrai décor, si ça ressemble à ça, parce que ça fait très faux d'après moi, donc ça pue un peu le studio, mais bon, à la limite, pourquoi pas. J'aime bien que l'enjeu soit cet individu ici, et j'aime beaucoup aussi le long plan que tu as sur ce jet privé, et le contraste entre ces deux mondes. Là, tu as le luxe, le privé, l'avion qui arrive ici juste pour déposer une sorte de boîte. Et les autres qui utilisent un avion privé, pour moi, c'est peut-être une faille scénaristique. En théorie, si c'était urgent, ils utiliseraient un avion militaire. Mais c'est juste symbolique par rapport au fait que voilà, c'est deux mondes complètement différents. Un monde de luxe occidental et le monde dans ce village avec une vieille civilisation qui n'a pas la même technologie. Et je pense que c'est hyper important parce que cette cérémonie est vraiment quelque chose en lien avec à la fois la culture de ce peuple, le rituel, et c'est le mélange entre deux mondes. Le monde des autres, ces aliens entre guillemets, ces robots, on les appelle comme on veut, hein, mais on s'est bien compris, et en même temps, la civilisation ici, qui va disparaître. On dirait à la fois une cérémonie de fin de vie, car c'est en théorie la fin de la vie de cette personne, mais aussi la fin de cette société, de cette civilisation, mais en même temps un rituel initiatique. Vous savez, dans certains peuples, il y a ce rituel de passage à la vie adulte. C'est la force de la série, c'est qu'elle te fait douter sur si c'est une bonne chose ou pas ce qu'il se passe, et c'est intelligent. D'après moi, il y a une forte tension parce que tu te demandes est-ce que ça va marcher. Il y a un concept assez dangereux par rapport au gaz et à l'odeur parce que si tu contamines les gens comme ça,
c'est facile de mettre du gaz dans une pièce. Donc Carole pourrait être potentiellement en danger très aisément. Mais du coup, il y a aussi ce truc logistique où tu dis, ok, si c'est du gaz, eh bien, je peux me mettre un masque et je serai en sécurité. Donc, je pense que c'est pas pour rien que c'est montré comme ça prépare la saison 2 forcément parce qu'ils peuvent contrer justement les effets de ce genre de produits qui seraient là les contaminés. Maintenant, je trouve que c'est glaçant car lorsqu'elle se fait contaminer, la chanson qui est chantée par ce peuple, ce village, s'arrête instantanément. Et ça prouve encore une fois pour moi que tout ça est fake. C'est juste des mensonges, de la manipulation pour contaminer les gens. Ils en ont rien à faire des humains en réalité. Ils veulent juste se propager biologiquement. Et c'est très dangereux cette attitude et ça montre d'après moi le vrai visage des autres encore une fois. Le fait qu'ils arrêtent la chanson comme ça, j'ai trouvé ça glaçant parce que c'est bon. Ils ont réussi à la contaminer, ils ont créé le lien avec elle, ils n'ont plus besoin de chanter. Et c'est juste de la mise en scène, c'est du théâtre pour convaincre les gens de les rejoindre. Vu que la stratégie d'avant ne marchait pas, ils ont changé de stratégie et c'est la même stratégie qu'ils ont avec Carole. Et je trouve ça malsain, horrible et je déteste les autres depuis cet épisode-là. Avant, on avait peut-être un peu de compassion pour eux, on les comprenait un petit peu, mais là, c'est juste des purs manipulateurs horribles. Et le but de cet épisode-là, c'est de faire comprendre à Carole la même chose, alors qu'elle-même est manipulée. Le sourire qui est là au réveil fait très drogue, euphorie et secte, évidemment, parce qu'on avait comme une scène de communion, et c'est la culmination de cette scène avec cette famille, mais c'est aussi la mort individuelle, c'est ça qui est flippant. Cette famille n'existe pas, ils se séparent tous à la fin, ils vont tous faire leur truc dans leur coin, et puis basta. Ils éteignent littéralement ce lieu, qui était peut-être l'un des derniers lieux de cette culture, ce peuple, cette civilisation, on ne sait pas à quel âge elle a cette culture, mais elle disparaît aujourd'hui. Et c'est des colons, au fait, qu'on voit là. C'est littéralement des gens qui viennent, ils colonisent les esprits, ils colonisent les corps des gens, et c'est une civilisation qui vient de mourir sous nos yeux. Pourquoi ? Parce que biologiquement, ces créatures-là sont ici pour coloniser les corps, les esprits et les terres des gens. Ils veulent littéralement coloniser la galaxie. Ils ont dit ça dans le précédent épisode. Et c'est le symbole de cette chèvre qui est abandonnée ici. Ils s'en fichent de la vie. Ils disent souvent qu'on ne peut pas manger des êtres vivants, ramasser une pomme et tout, mais c'est purement hypocrite parce qu'ils s'en fichent de la vie. S'ils en avaient quelque chose à foutre de la vie, ils seraient en train de sauver cette chèvre. Ils sauvent uniquement les chiens, comme on l'a vu dans l'épisode 8, parce que les chiens traînent avec eux. Mais là, ils abandonnent cette chèvre ici, comme ça. Ils veulent juste posséder les êtres humains. La chèvre ne reconnaît même plus l'humain qu'il a bercé il y a 5 minutes. C'est pour ça aussi pour moi que la chèvre, elle s'arrête. C'est symbolique. Elle a compris que c'est une coquille vide. D'ailleurs, les animaux, ils ont un lien avec les autres assez négatif. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ce ne sont plus des humains. Et c'est ça qui est fascinant d'après moi. C'est l'apport aux animaux et aux autres qui est prouvé à chaque fois. Les loups ne considèrent pas les autres comme des humains. Les corbeaux qu'on voyait dans l'épisode là. Et là, la chèvre, elle s'arrête, elle se dit « Ok, je sais qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, ce sont des coquilles vides et ça montre encore une fois le danger des autres. » Et j'aime beaucoup la manière dont cet épisode-là confirme beaucoup de choses. La vue drone, par exemple, alors on savait tous très très bien que les autres regardaient tout le monde comme ça, avec cette vue-là, ce plan zénital, comme le regard de Dieu. Forcément, ça prouve la manipulation, encore une fois, de Josha et des autres qui se trompent perpétuellement entre les pronoms we and I. C'est volontaire, c'est fait exprès, ça montre qu'en fait, elle a du mal à s'adapter. Ça prouve qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit pour de vrai. Elle est juste là pour manipuler Carole. Et j'adore le contraste entre l'ambulance et la Rolls-Royce. Il y a cette transition qui est faite entre les deux et c'est volontaire. Pourquoi ? Car il symbolise pour moi un truc très simple. Manoussos est aujourd'hui le Carole d'il y a 70 jours. Il doit convaincre littéralement Carole de le rejoindre. C'est prévisible, certes, mais c'est la force de la série d'après moi. J'adore d'ailleurs l'humour qui vient du fait qu'elle lui parle espagnol et lui aussi a essayé d'apprendre l'anglais. Donc tu vois qu'ils ont fait un effort commun pour s'entendre, pour se comprendre et qu'ils puissent communiquer afin de faire tomber les autres. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Mais c'est là qu'on comprend que Carole a peur de Manoussos à cause des autres. Elle n'était pas inquiète de lui avant. Elle a appelé au téléphone, l'a insulté, elle n'en avait rien à faire. Mais là, elle flippe. Pourquoi ? Car les autres l'ont manipulée pour qu'elle flippe. Ils n'y ont rien dit sur lui, littéralement. Ils ont gardé toutes les infos pour eux. Ils auraient pu lui dire pour l'ambulance, pour la machette, pour son parcours à travers littéralement les Amériques, mais ils n'ont rien dit. Ils veulent littéralement écarter Carole le plus possible de Manoussos. Ils sont en train de les manipuler, les deux d'ailleurs. C'est pour ça que Manoussos, il est un peu plus imprévisible, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la tête de Manoussos, mais Carole, ils ont réussi à rentrer dans sa tête. Donc là, ils donnent toutes les informations nécessaires pour qu'elle se méfie le plus possible. Lorsqu'elle pose la question de est-ce qu'il est dangereux, ils ne répondent pas. Ça montre encore une fois leur vrai visage. Ils font tout pour que cette relation ne se fasse pas entre les deux, car ils comprennent que cette relation est dangereuse pour
leur espèce de manière générale. Et tu comprends le désaccord entre Carole et Manoussos. Déjà, Manoussos, il est un peu bizarre de son point de vue. C'est compréhensible. C'est qui ce mec avec son ambulance, sa machette, qui vient de lui demander de monter dans son ambulance. C'est suspect, c'est bizarre, surtout qu'il a mis la machette dans l'ambulance juste après. Bon, il y a un moment où tu comprends pourquoi Carole doute. En tant que spectateur, toi, t'es un peu frustré parce que t'as suivi le parcours à la fois de Manoussos, qui a l'air d'avoir de bonnes intentions, et en même temps de Carole. Mais à ce moment-là, en termes de personnages, eh bien, tu comprends les deux personnages. Je veux dire, c'est évident que les deux se méfient et tu comprends pourquoi. Donc même si t'es frustré, tu veux pas leur en vouloir non plus parce que tu te mets un peu à leur place. Et le concept du téléphone qui traduit, je le trouve excellent. Car même avec un traducteur, ils ne se comprennent pas. Et c'est fait exprès. Même avec la technologie la plus avancée possible à ce jour, il y a un problème de communication volontaire. C'est pas pour rien qu'on revoit un plan en voiture avec lui et sa carte papier pour arriver chez Carole. Il aime pas trop la technologie parce que la technologie peut être surveillée. Et Carole sait très bien ce qu'il veut, mais entre-temps, malheureusement, il s'est passé une quarantaine de jours, voire plus, et elle a changé d'avis. Elle fait semblant de pas comprendre parce qu'elle a un peu honte et réalise qu'en fait, elle est en train de défendre les autres et ça l'énerve aussi un petit peu. Et c'est symbolisé par le téléphone qui ne comprend pas le nom de Carole Storka. Le téléphone répète en boucle durant l'épisode « Unknown word or name ». C'est symbolique, elle n'est plus la même à ce stade, elle est presque convaincue par les autres, elle est emprisonnée. Ce plan-là est littéralement le symbole d'elle qui est emprisonnée par les autres. C'est pour ça que le ciel est bleu. Rappelez-vous, le bleu, c'est la couleur des autres. Donc il y a ce plan d'elle derrière des barreaux et le bleu derrière. Et en même temps, le téléphone qui répète que Carole n'est pas un nom connu. Je trouve ça génial. J'adore cette série en termes de symbolisme, de mise en scène. Je pense que c'est l'une des séries les mieux réalisées ever. Non mais pour le coup, chaque épisode, tu peux tellement décortiquer des idées, des plans. Il y a une mise en scène de folie. Franchement, hein, pour une première saison d'une série, je crois que je n'ai jamais vu ça. C'est parmi, pour moi, le panthéon des meilleures premières saisons de l'histoire des séries. Chaque épisode, pour moi, était limite un chef-d'œuvre. Mais on va continuer d'en parler parce que, pour moi, la série, elle fait un truc assez génial, encore une fois. Elle plante une graine d'inquiétude. Plusieurs fois, elle va chercher ce que l'on pense être sa machette. Mais au fait, non. Il choisit la diplomatie en allant chercher le téléphone de Carole et en essayant de trouver un juste milieu. Et le symbole, il est là. C'est que lui fait sortir Carole de prison avec le symbole du téléphone, évidemment. C'est lui qui fait des concessions avec la technologie pour le bien du monde. Et le plan du parapluie, il est parfait pour ça, car elle refuse de se joindre à lui, être proche physiquement et idéologiquement de lui. Il passe beaucoup d'ailleurs pour un conspirationniste aussi. Il fait pas confiance aux drones, à la technologie. De notre monde à nous aujourd'hui, il serait un peu traité comme un fou, quoi. Comme un fou, conspi, un peu bizarre et tout. Et aux yeux de Carole aujourd'hui, le mec, c'est complètement ça. Mais rappelez-vous, Carole, elle représentait aussi cette meuf un peu folle, conspi, il y a quelques épisodes, au regard des autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a changé, mais elle voit le reflet de ce qu'elle était il y a quelques jours, quoi, il y a quelques semaines, ou allez, il y a un mois et demi, on va dire. Donc je trouve que c'est génial cette idée. En plus, elle nous fait la série inquiéter pour la santé de Carole et à quel point ce mec pourrait être dangereux. L'idée du compromis, elle est là. Elle se met sous le parapluie, donc elle fait un pas en avant physiquement et idéologiquement vers lui. Il y a une volonté de dialoguer, mais lentement. Rationnellement. Le téléphone, limite, il aide le dialogue. Et ça que je trouve intéressant, c'est que la technologie, elle va imposer un rythme pour qu'ils se comprennent. Et je trouve que c'est fort parce que depuis le début de la série, la technologie est critiquée, surtout l'IA. Mais là, ils sont à la fois sous le contrôle de celle-ci, parce que si la technologie ne marche plus, ils peuvent plus vraiment communiquer, mais en même temps, elle permet de les aider. Et je trouve que c'est fascinant, vu comment les autres étaient considérés comme une IA, comme des robots, des choses comme ça. Là, ils ont besoin de la technologie, et en même temps, elle domine le relation, le dialogue. Et je trouve que c'est une thématique, une critique sociale vraiment intéressante. Et la phrase de Manoussos qui m'a quand même marqué, c'est cette phrase clairement pas du tout antispéciste. N'est-ce pas mauvais de mettre au même niveau une fourmi et un humain? Évidemment, je paraphrase, mais en gros, lui veut tuer les autres. Il est évidemment extrême parce qu'il comprend pas ce qu'il dit. Et on se pose vraiment la question de est-ce qu'il a bien dit le mot qu'il voulait dire? Est-ce qu'il veut vraiment tuer les autres? Et est-ce que la série n'est pas en train de nous faire passer Manoussos pour un dégénéré? Je veux dire, c'est ça qui est fascinant, c'est que peut-être le mec est tellement dérangé, conspi, au point qu'il veut tuer ces gens-là, et le protagoniste qu'on a suivi durant une saison entière est peut-être un méchant. Et je trouve que cette graine qui est plantée dans la tête du spectateur est vraiment bien. Mais en même temps, il y a un truc qui est fascinant, c'est que c'est un être humain perfectible. Il gagne beaucoup, je pense, en empathie et change de stratégie après avoir vu la tombe d'Hélène, parce qu'il comprend ce qui se passe réellement et il comprend que c'est une femme endeuillée. Il comprend qu'elle est dépressive, qu'elle s'est laissée aller. Il y a ce plan sur la crevette et on voit encore une fois que Carole, elle a un petit peu honte. Et j'adore la scène de lui qui demande le téléphone. C'est fou, le patriarcat, choc des cultures aussi un petit peu. Et surtout, ça te fait douter, toi, spectateur, des vraies intentions de Manoussos. N'est-il pas vraiment dangereux?
vraiment conspirationniste, macho. On se pose des questions et il n'est pas parfait. Et j'adore quand Vince Gilligan fait ça. Il prend des personnages qui sont imparfaits, mais en même temps qui sont le dernier espoir de l'humanité. Donc est-ce que cette équipe est tout simplement faisable? Parce qu'on comprend Carol en tant que femme, mais aussi peut-être en tant que femme gay, de ne pas vraiment faire confiance et d'accepter le comportement de Manousos. Elle n'est pas sûre de vouloir traîner avec lui, peut-être parce qu'elle traînait pas avec des hommes comme lui en général avant. Et c'est ça la force, je pense, de la série, et peut-être aussi le message politique, c'est qu'il faut s'entendre. C'est-à-dire que elle, femme gay qui visiblement n'aime pas qu'on lui parle comme une femme d'une autre époque, doit littéralement s'allier à ce mec qui lui s'adapte aussi, parce qu'en fait, il y a choc des cultures, il comprend pas, peut-être qu'il a un peu des vieux réflexes machos, mais il s'adapte. Tu vois que les deux vont faire équipe et ils vont évoluer, s'adapter, et je trouve ça vraiment intéressant. Et l'idée qu'Hélène espionnait déjà à la fois Carol à l'époque comme les autres l'espionnent aujourd'hui, c'est symbolique, car depuis des années, il est entouré par des gens qui la surveillent, car ces gens-là ne lui font pas confiance. Et c'est dur pour Carol d'être espionnée par Hélène, car elle aimait Hélène, clairement, mais on voit que Hélène ne lui faisait pas confiance. Du coup, elle est dans ce cycle, encore une fois, où elle est face à quelqu'un qui l'espionne, qui ment, qui la manipule, et c'est dur pour elle. Et c'est aussi un rappel intéressant pour parler de ces ovocytes qu'ils ont trouvés. Et symboliquement, je pense que nous sommes volontairement dans l'ombre à partir de ce moment-là, parce que là, pour moi, Carol, elle a vraiment sombré. C'est un tournant dans l'épisode. Elle est à la fois déçue, elle abandonne, elle veut juste boire de l'alcool et passer à la journée d'après. Et je trouve que c'est intéressant à quel point elle plonge après cette révélation. Même décédée, Hélène la déçoit alors qu'elle lui faisait confiance. Et ça, c'est dur pour elle. Et j'aime l'idée qu'elle ne connaisse pas ses voisins. Ça montre le décalage culturel entre les deux, parce qu'on comprend que Manousos, il connaissait bien ses voisins, il connaissait bien les gens avec lesquels ils habitaient, des choses comme ça. Il y avait un truc plus culturel, peut-être d'Amérique latine, où tout le monde se connaît. Là, elle connaît littéralement personne, et l'isolation de Carol est de nouveau mise en avant. C'est-à-dire que même avant cette histoire de contamination, elle parlait pas à ses voisins, elle était quand même un petit peu seule, et je pense que c'est volontaire pour une scène qui se passe juste après. Et Manousos, symboliquement et en termes de mise en scène, il est entre les deux. D'un côté, il est dans l'ombre, et de l'autre côté, on a ce plan sur l'appartement, on voit la lumière de l'autre côté. Donc il est en train de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer, comment faire, et est-ce qu'il doit agir de manière radicale ou pas. Et la scène avec Josha, je la trouve extrêmement bien trouvée, parce qu'on a Carol, Manousos, et donc cette représentation des autres, et c'est le symbole d'une tromperie. Genre, imaginez-vous, elle se réveille alcoolisée, elle a fermé tous ses volets, elle voulait s'isoler du monde encore une fois, et elle voit sa copine pactiser avec un inconnu. Pour moi, c'est comme une tromperie dans une relation, parce que pourquoi est-ce que sa copine irait voir un homme qui l'inquiète elle? C'est pas logique dans sa tête, parce qu'elle acceptait que c'était un couple à ce moment. D'ailleurs, le plan d'elle au milieu des deux montre la fracture dans ce monde, dans sa tête, dans ce qui se passe. Elle n'a plus de côté là. Elle est seule. C'est ça qui est dur pour elle. Et tu comprends Manousos, même si c'est pas clean comme comportement, tu comprends pourquoi il a fait ça et tu comprends un peu sa manipulation, mais il communique aussi pour la première fois avec eux. Et ça, c'est fascinant parce qu'il a toujours refusé de communiquer avec les autres. Je veux dire, l'épisode précédent, il a pris en otage un autre. Là, il communique avec eux, littéralement pour manipuler Carol. Donc Carol est de nouveau manipulée. Mais d'un autre côté, tu comprends pourquoi Manousos a fait ça, parce qu'il a pas fait 13 000 km ou 9 000 km, il dit dans cet épisode-là, pour venir la voir et qu'il se prenne à un vent. Non. Donc, il y a un truc où tu comprends à quel point c'est dur pour Carol de se refaire manipuler et de se refaire trahir à la fois par l'espoir du nouveau monde, Manousos, et sa copine, en tout cas ce qu'elle considère être sa copine. Je trouve ça assez génial, parce que même elle, Josha le dit, elle aime Manousos autant que Carol. Et ça fend le cœur à Carol, parce que c'est une tromperie pure, émotionnelle, physique. Limite, pour elle, ça lui fait un vrai mal. Elle n'arrive même pas à dire le terme girlfriend, alors qu'elle essaye. Elle dit chaperonne à la place. Et pour moi, ça montre deux choses ici. Premièrement, l'offensive des autres. On voit une voiture de couleur rouge. La couleur qui est un peu nouvelle dans cette série, qui symbolise, d'après moi, l'offensive et l'attaque et la volonté de domination de ces créatures, chose qu'on voyait un peu dans l'épisode 8 lors de la révélation du plan de conquête galactique. On a de nouveau un plan sur Manousos et la machette pour symboliser qu'il est bel et bien sur l'offensive, mais il a une stratégie non violente pour l'instant, mais le symbole il est là, il attaque avant tout, même si c'est pas physiquement avec une machette, et il utilise ce qu'il a appris. Il a compris le pouvoir qu'il exerce sur les autres, mais aussi la menace existentielle que eux représentent sur lui. Il a une idée avec cette radio pour couper leur communication, ou en tout cas les comprendre, les attaquer, les dominer. Il a compris que s'il gueulait, s'il s'énervait, ça faisait physiquement du mal aux autres, mais il sait pas encore comment utiliser la radio. Il sait pas encore
comment faire pour peut-être faire revenir à la vie humaine les autres. Il parle de sauver l'humanité de Rick, ce mec nouveau qui est là. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on se demande vraiment s'il va y arriver. Il se demande lui-même vraiment comment il va faire ça. Est-ce qu'il faut gueuler? Est-ce qu'il faut utiliser la radio, la communication? Donc j'aime bien parce que la série ouvre une porte vers un truc un peu de logistique, de fantastique et de scientifique entre guillemets, où tu dis peut-être il y a un moyen de sauver ces gens-là via ces ondes radio, peut-être il est en train de les parasiter, il se passe un truc. Et je trouve que c'est fascinant, on ne sait pas encore quoi, comment, mais ça ouvre la porte vers 1000 théories et la suite de la série, et la série en parlera évidemment dans la saison 2. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que Carol, elle utilise pour la première fois le fusil à pompe, et c'est contre un humain. Elle a dû faire face aux loups, aux autres, mais la première fois qu'elle utilise le fusil à pompe, si je dis pas de bêtises, hein, c'est face à un humain. Et je trouve que c'est une très bonne idée, surtout quand les autres repartent pour leur sécurité, mais aussi pour punir Carol. On l'a bien compris, hein, ils veulent la rendre désespérée, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, elle n'est pas seule. Donc ils utilisent une dernière méthode de manipulation en l'abandonnant et en disant, voilà, ok, on va la faire revenir, elle va encore pleurer, elle va nous demander de revenir parce qu'elle est seule, et c'est purement la manipulation jusqu'au moment où elle va demander aux autres de les rejoindre physiquement et biologiquement. Et je pense que c'est une bonne idée aussi d'avoir rendu Carol gay, car je pense qu'on veut pas, en tant que spectateur, de s'imaginer des choses entre Manousos et Carol, parce que là ils vont passer du temps ensemble, c'est une évidence, mais si on sait qu'elle est gay, on va jamais penser à une romance, parce que si c'était une saison 2 avec elle qui était hétéro ou bi, je pense que ça aurait créé un truc où potentiellement il y aurait eu une sous-intrigue ou un truc comme ça, deux qui auraient pu finir ensemble, surtout qu'ils pourraient, je sais pas, repeupler le monde, des choses comme ça, on n'en sait rien, mais en théorie, le fait qu'elle soit gay, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça met complètement de côté cette histoire dans la saison 2 où ils seront ensemble. Et j'adore cette série car lui, dans le coffre, est à mourir de rire, vu la gueule qu'il tire, c'est vraiment excellent, et elle mélange parfaitement le drame de l'œuvre et la comédie. Et c'est génial de faire ça à un moment aussi tendu, aussi important. Et ce qu'il dit, Manousos, La chica o el mundo, et le titre de l'épisode d'ailleurs, c'est fabuleux, parce que est-ce que tu choisis l'amour ou sauver le monde? Mais cet amour, il est pas vrai, il est faux, c'est ça qui est intéressant. Et ça m'a fait comprendre un truc sur Carol, au final. Si le monde redevenait normal, si le monde était comme avant, qu'est-ce qu'elle aurait? Rien. Elle n'aurait absolument rien. Elle est née morte. Elle n'est pas intégrée dans sa communauté, elle n'a rien et personne. Et c'est ça qui est dur, c'est que le monde de maintenant est la meilleure chose possible pour elle. C'est super triste car elle sait que c'est temporaire et elle sait que le bon choix moral à faire, c'est de sauver le monde. Mais s'il revient au monde d'avant, elle n'a rien. Et ça, elle s'en rend compte, c'est pour ça qu'elle passe un dernier moment de vacances paisible, elle nie sa vie d'avant, elle accepte cet échappatoire rempli de bonheur et pas forcément de très bons effets spéciaux. Je veux dire, la scène en Thaïlande, j'imagine, n'est pas très très belle. Elle réalise un peu un rêve, voilà, partir avec ton âme sœur en vacances, des vacances éternelles, même si ça dure, je crois, 3 jours, si je dis pas de bêtises, ou 14 jours au final, je crois que c'est 60 à 74. Bon, c'est beau, c'est touchant, elle est dans un moment d'euphorie extrême. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a tous ces plans sur des objets qui tournent en rond. Parce que Carol, là, tourne en rond dans sa vie. Elle sait qu'en fait, c'est un cycle qui va se répéter et que c'est pas une échappatoire éternelle. Et c'est ça qui est fort. Il la manipule et ils avouent. Il gagne du temps pour extraire les cellules des ovocytes. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont dit dans les commentaires précédemment que c'est pas réaliste, c'est pas faisable. Écoutez, sincèrement, pour moi, c'est juste une facilité scientifique. Pour le scénario, faut pas se prendre la tête, je pense que c'est juste ça, faut pas aller chercher des théories par rapport à ça d'après moi, c'est juste ok, c'était un truc facile à faire en termes de scénario, ovocytes, contamination possible, ils ont tous les scientifiques du monde entier qui peuvent bosser sur ça, donc potentiellement c'est un truc que oui, en effet, ils vont faire évoluer. Pour moi, c'est juste une facilité scénaristique de scientifique plus qu'autre chose, vous prenez vraiment pas la tête avec ça, mais ce qui se passe dans la scène est bien plus important, émotionnellement, c'est une rupture, c'est difficile, elle dit même « If you loved me, you wouldn't do this ». En fait, il aime pas, c'est fake. Ils aiment pas du tout les humains. Ils aiment, d'ailleurs, ils le disent, les humains de la même manière. Mais Carol, elle veut être aimée pour qui elle est, pour ce qu'elle représente pour quelqu'un d'autre. Quelque chose que faisait Hélène, par exemple. C'est même un chantage qu'ils lui font. Ils vont la convertir quoi qu'il arrive. Elle ne peut pas dire non. Ils ne peuvent pas arrêter. Elle-même ne peut pas leur demander d'arrêter. Pourquoi? Parce que leur biologie prime sur les besoins et les requêtes des humains. Carol vient d'avoir sa peine de mort annoncée. Elle ne peut rien faire. Mais pour nous, spectateurs, maintenant, il y a un compte à rebours. On a 1 à 3 mois pour trouver une solution et sauver Carol et le monde. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des beaux adieux qui sont dans l'hélico, mais regardez bien, même si c'est touchant, même si c'est dur à accepter, le symbole de la vitre de l'hélico qui les sépare en deux et le rouge, c'est pas pour rien. C'est l'heure de l'offensive, c'est maintenant ou jamais. Il faut passer à l'attaque. Donc, comment s'opposer à l'envahisseur ici, au colon mental, physique, biologique? La violence.
Et c'est ça qui est fascinant avec cette scène, c'est qu'elle est prête à détruire le monde. Elle est prête à tout lâcher, littéralement, genre la bombe atomique sur le monde, pour sauver le monde. Maintenant, c'est une arme de dissuasion massive. C'est-à-dire que si les autres se rapprochent d'elle, elle va faire exploser le monde et tuer tous les autres. C'est ça pour moi le symbole. C'est super drôle parce qu'elle se plaignait de la machette et genre elle ramène une bombe atomique, pourquoi pas. Mais j'ai trop hâte de voir le travail d'équipe et d'offensive, dépressive, violente de Carol et Manoussos parce qu'elle n'a plus rien à faire du monde. Elle utilise tout pour s'en débarrasser. S'il faut détruire le monde, tant pis, c'est comme ça. Donc, c'est pas pour rien qu'elle a une bombe atomique, c'est de la dissuasion, c'est quelque chose, ce qui se passe dans la vraie vie, hein, soyons honnêtes. Et là, c'est le symbole, encore une fois, et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir cette femme, malheureusement endeuillée, seule, faire équipe, avec une bombe atomique, avec tout le symbole de cette violence, de cette colère face aux colons, de cette déception amoureuse, voir ce qu'elle va faire, et voir un peu ce statut qu'elle s'est créé par rapport aux autres. C'est la femme à la bombe atomique, quoi. C'est pas pour rien. Je pense qu'elle est là pour faire peur, elle est là pour inquiéter, mais au fond d'elle, il y a une tristesse profonde. Et j'ai pas envie d'attendre 2 ans, quoi. Désolé de le dire, mais j'ai pas envie d'attendre 2 ans, quoi. C'est trop chiant. 2 ans, ça va être 2 ans minimum, parce que Vince Gilligan, il a dit, ce serait pas pour tout de suite. Ils sont en train d'écrire la saison 2, là, tout de suite. S'ils finissent d'écrire dans quelques semaines ou mois, le tournage, ça sera sûrement pour l'année prochaine. Il faudra attendre 1 an, donc peut-être, ouais, décembre 2027. C'est dur à dire, mais cette fin, je l'ai trouvée géniale. Je trouve que c'est brillant en termes de développement de personnages, des deux, de ce qui se passe, la relation. Enfin, j'adore Pluribus. C'était phénoménal. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai aussi envie d'avoir votre analyse dans les commentaires. Mettez-moi tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en podcast. Mais suivez-moi aussi sur Instagram, Twitch et TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.